Nous sommes le 21 janvier 2024 et 24 heures après l'investiture de Donald Trump, on voit que sa promesse d'arrêter la guerre russe en Ukraine en 24 heures, elle n'était pas sérieuse. Ce n'est pas une grande surprise en soi. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que Donald Trump et son équipe étalent au grand public leurs hésitations sur la question. Et ce qui confirme vraiment, maintenant que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, que le règlement de la guerre russe en Ukraine, ça n'est pas pour tout de suite. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment l'administration Trump n'a visiblement qu'une idée très vague concernant l'arrêt de la guerre, une idée très vague à la fois dans le concept mais aussi dans le temps, même si on a bien l'impression que ça va passer par une série de concessions faites à la Russie. Alors pendant son discours inaugural hier, Donald Trump n'a prononcé ni le mot Russie ni le mot Ukraine. Et il a aussi très peu parlé de la Chine, ce qui est assez notable, notamment au vu de sa politique pendant son premier mandat. Et un peu plus tard, alors qu'il était dans le bureau ovale en train de signer la centaine de décrets qu'il avait préparés à l'avance, il a assuré que Vladimir Poutine était en train de détruire la Russie en ne faisant pas de deal, donc d'accord de paix, que c'est une catastrophe parce qu'il y aurait 1 million de soldats russes et 700 000 soldats ukrainiens qui seraient morts dans le conflit. Donc des estimations que évidemment on ne peut pas vérifier, mais en tout cas elles sont bien plus élevées que les chiffres auxquels on se réfère d'habitude. Et Donald Trump a aussi estimé que Vladimir Poutine ne peut pas être satisfait de la situation actuelle, puisque cette guerre devait se terminer en une semaine et qu'elle dure déjà depuis 3 ans. Mais surtout ce qui m'a intéressé hier, c'est que Donald Trump a confirmé que la construction d'un accord de cessez-le-feu et d'un accord de paix, ça prendrait du temps. Il a dit qu'il faudrait d'abord qu'il parle à Vladimir Poutine, ce qui indique qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et ça a aussi été confirmé par son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, qui a été confirmé dans la foulée de l'investiture présidentielle. Lui, il a aussi martelé que cette guerre devait cesser, mais il a indiqué que le travail allait commencer tout de suite. Ce qui sous-entend que le travail n'a pas commencé avant. Et ça, c'est une différence marquée avec le conflit au Proche-Orient, où une trêve entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur il y a quelques jours, grâce à l'action conjointe des administrations Biden et Trump, mais avant même l'investiture de Donald Trump. Là aussi, cet accord, il a pris du temps à prendre forme, il est fragile, mais en tout cas, le travail, il a bel et bien commencé en amont, il y a des mois de cela. Ce qui n'est visiblement pas le cas pour un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Et il y a aussi une autre différence de taille, c'est que dans le conflit au Proche-Orient, un des deux belligérants a été autorisé, soutenu, encouragé à atteindre ses objectifs stratégiques. Donc évidemment, là je parle d'Israël. Alors que dans le cas de la guerre russe en Ukraine, aucun des deux belligérants n'est actuellement en mesure de défaire son adversaire sur le champ de bataille et d'imposer sa vision maximaliste à l'autre. J'ai déjà expliqué en longueur dans des vidéos précédentes les faiblesses structurelles dont souffrent l'Ukraine et la Russie, je ne vais pas revenir là-dessus ici. Alors évidemment, dans le temps long, tout est possible, que ce soit pour l'Ukraine ou pour la Russie. Et on a vu comment une situation figée pendant plus d'une décennie en Syrie, elle a été réglée en l'espace de 2 semaines. Mais là, on est dans le temps court de l'action politique américaine, où la configuration actuelle ne permet ni une victoire de l'Ukraine, ni une victoire de la Russie. Et donc, elle ne permet pas un arrêt immédiat des combats sans pression extérieure. Moi, je reste assez convaincu qu'il va y avoir des négociations qui vont s'ouvrir dans les mois prochains, parce que sur le champ de bataille, tout le monde est épuisé et a besoin d'une pause. Et aussi, et surtout dans ce cas-là, parce que Donald Trump veut des résultats rapides et qu'il vise, entre autres, le prix Nobel de la paix. Donc l'ouverture des négociations, ça serait une étape importante, mais ça serait loin d'être un aboutissement. Il faut se rappeler la guerre de Corée, 1950-1953. Les négociations de paix ont commencé dès la fin de l'année 1950, mais c'est seulement 3 ans plus tard et 3 millions de morts plus tard qu'un accord d'armistice a été signé et il est encore en vigueur aujourd'hui. Mais donc, parce que Donald Trump va mettre tout son poids dans la balance, moi j'attends l'ouverture de négociations dans les prochains mois et assez probablement un cessez-le-feu parce que, encore une fois, tout le monde est épuisé sur le champ de bataille et a besoin d'une pause pour reconstituer ses forces. Mais tout le poids de Donald Trump, ça pourrait vouloir dire quoi? Puisque d'un côté, il pourrait chercher à renforcer la position de l'Ukraine en lui livrant des missiles balistiques de longue portée, en lui livrant plus d'armement et d'équipement, en renforçant les sanctions à l'encontre
de la Russie, mais aussi en augmentant la production américaine de pétrole et donc en faisant baisser les cours mondiaux, ce qui affaiblirait encore plus l'économie russe. Mais là, 24 heures après l'investiture, eh bien on comprend déjà que ce n'est pas exactement vers cela qu'il se dirige. Ses premières décisions semblent plus indiquer qu'il va affaiblir l'Ukraine. Et donc là, évidemment, j'ai en tête cette décision qui gèle tous les programmes d'aide et d'assistance américains à travers le monde pour une durée de 90 jours. Et donc ça concerne notamment les programmes de l'agence de développement USAID. Eh bien, au sommet de la liste des bénéficiaires de ces programmes d'aide et de développement, eh bien, il y avait l'Ukraine. En 2023, elle avait touché pas moins de 17 milliards de dollars à travers des programmes d'assistance, de coopération technique, de soutien à la société civile. Et donc, si Trump a gelé cela, ça veut dire qu'il est prêt à affaiblir les conditions de la résilience ukrainienne et donc de la résistance du pays. Ce qui veut dire que concernant l'aide militaire, il va sans doute pas l'arrêter du jour au lendemain, mais en tout cas, il va maintenir une incertitude sur sa prolongation. Et il va aussi, et ça il l'a déjà fait, mettre en sourdine toutes les discussions sur un élargissement de l'OTAN ou sur des garanties de sécurité bilatérales. Assez probablement, ce que l'on connaît du style Trump, c'est qu'il va vouloir dialoguer directement avec Vladimir Poutine pour l'amener à la table de négociation et l'amadouer avec des deals du genre « tu ne dis rien par rapport au renforcement de la présence américaine au Groenland, voire l'annexion de l'île, et en échange, tu peux garder les territoires ukrainiens occupés ». Et donc, si ce scénario est suivi, c'est évidemment la Russie qui en sortirait plus gagnante que l'Ukraine. L'Ukraine n'obtiendrait pas de garantie de sécurité suffisante pour assurer un retour des investisseurs, un retour des Ukrainiens réfugiés, pour assurer une reconstruction équilibrée, un déminage du pays et une prospérité sur le long terme. Mais la Russie ne serait pas pour autant satisfaite et donc cet accord de cessez-le-feu ne serait qu'une pause avant le déclenchement de nouveaux conflits, sans doute de nouveau en Ukraine, mais peut-être ailleurs. Et donc là se pose la question de l'attitude des Européens par rapport à cette situation. Puisque dans cette nouvelle ère d'incertitude, on peut imaginer que les Européens vont se désengager d'Europe. Mais donc, est-ce que les Européens doivent tout d'un coup perdre de vue les défis et les menaces qui pèsent sur la sécurité de leur propre continent? Et par là, accepter tout ce qui se décidera en bilatéral entre la Maison-Blanche et le Kremlin. L'Ukraine, elle va bientôt entrer dans la 4e année de l'invasion généralisée et elle est bien au fait de ces enjeux. Mais c'est surtout pour l'Europe, plongée dans l'incertitude de cet âge d'or américain promis par Donald Trump, que se pose désormais en 2025 des questions existentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.